Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Lion Verseau, donc du 12 août 2022 à 3h36 du matin heure de Paris. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur nouvelle lune, pleine lune. La nouvelle lune, c'est vrai que je l'ai pas faite, donc là je vous fais la pleine lune qui se trouve donc dans le signe à la fois du Lion, donc Soleil en Lion opposé Lune en Verseau, comme on peut voir ici sur le zodiaque. Donc pleine lune, donc c'est une phase d'apogée, le soleil opposé à la lune, le pôle masculin opposé au pôle féminin, la lune, les émotions, et le soleil c'est la volonté. Donc ça représente une phase d'un peu de tension, une tension émotionnelle où le cycle est à son apogée. Et donc il y a un demi-cycle croissant qui se forme avant donc le retour de la lune sur le soleil pour la prochaine lunaison. Donc je mets toujours le zodiaque vierge, donc du bélier au poisson, pour plus de clarté, pour les néophytes, pour les débutants. Donc on a les 12 signes du zodiaque, dans le zodiaque là, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. jusqu'au poisson. Alors je vais mettre au fur et à mesure les planètes, les points fictifs, les divers aspects. Donc déjà la pleine lune en Lion Verseau, ça représente tout ce qu'en rapport au niveau affectif en général, par rapport à la volonté. Le soleil en Lion, il est en domicile, le soleil ici. Et alors sur un plan psychologique personnel, je dirais, après sur un plan plus mondial, ça sera différent, mais là déjà sur un plan psychologique, ça représente, on va dire, une phase de tension. Alors relative, c'est le soleil et la lune, c'est au côté émotionnel un peu qui, ici, avec la lune en Verseau, on a un besoin de liberté en Verseau. Les émotions sont assez réactives, en Verseau, on réagit vite. Il peut y avoir une notion d'indépendance, indépendance émotionnelle, on ne peut pas se soumettre à la volonté en face qui peut dominer et être un peu plus pressant, plus puissant, une volonté assez forte en Lion. Donc là il y a une opposition qui se crée, alors qui n'est pas forcément négative, là c'est assez, on va dire, c'est très général et c'est assez léger, c'est les luminaires, soleil, lune, donc ça passe très vite dans le ciel. Le lendemain la lune passera en poisson par exemple, donc vous voyez, alors la pleine lune, elle dure sur 15 jours, donc on va voir un peu l'effet. Donc je vais mettre les planètes au fur et à mesure. Alors déjà j'ai commencé par les nœuds lunaires qui sont les points fictifs qui représentent l'axe de destinée. Et vous voyez ici ça forme ce qu'on appelle un grand carré. On voit carrément un carré dans l'intérieur du zodiaque là, avec l'opposition. Donc forcément parce qu'il se trouve dans l'axe Scorpion-Taureau. On a le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. Donc le nœud sud, ce qui représente, on va dire, les vies passées, et le nord, vers quoi on doit tendre. Alors bon, là c'est pareil, c'est un peu abstrait, quand je parle comme ça, c'est vrai que ça paraît assez obscur, mais retenez ça, et après il faut voir selon le thème de chacun forcément, et après c'est par rapport aussi à des événements qu'on peut affiner. En tous les cas, là on voit qu'il y a un aspect de tension, c'est-à-dire que comme c'est les planètes, on va dire c'est les signes fixes qui sont concernés, notamment les deuxièmes décans, on voit 17-19 degrés là, alors forcément ça va créer des aspects un peu de tension. Peut-être des événements assez importants et marquants qui peuvent avoir lieu pendant cette quinzaine jusqu'à la fin août là, environ. Donc on va continuer. Donc si je prends le maître, donc par exemple le soleil, alors il est en domicile, donc son maître il est là, c'est le Lion. Lune en Verseau, son maître c'est Uranus, donc on va mettre Uranus. On va commencer par là. Hop, je rajoute Uranus, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Uranus forcément conjoint nœud nord. On avait dit la fameuse conjonction actuelle là. Alors forcément elle réactive le carré au soleil et le carré à la lune. Donc là ça exprime, si vous voulez, on a dit déjà que la lune a un besoin d'indépendance, les émotions, besoin, la lune en Verseau, l'indépendance, carré à son maître, Uranus. Uranus maîtrise le Verseau. C'est la planète du Verseau, vous voyez la couleur, elle est bleu ciel, donc elle correspond, on va dire, à ce signe-là. Ça c'est pratique pour se repérer un peu au niveau des couleurs. Le soleil, je l'ai mis en jaune
jaune fluo, là, jaune clair, donc elle représente au signe du lion, hein, jaune qui aime bien briller, hein, ça correspond bien au signe du lion. C'est pour ça que j'ai agencé le zodiaque à ma manière, hein, personnalisé. Donc là, Uranus, forcément, en taureau, bah, il est en chute, hein, dans ce signe, donc il n'est pas très à l'aise. Donc Uranus, c'est une planète d'indépendance, une planète, donc la planète du Verseau, une planète un peu électrique, une planète qui peut avoir besoin de se rebeller. Et donc là, forcément, avec des carrés de soleil, enfin de la pleine lune, là, soleil-lune, ça va accentuer cet état de fait. Donc là, il peut y avoir vraiment besoin d'indépendance émotionnelle et en même temps au niveau de la volonté. Donc il peut y avoir des ruptures, des crises, des emballements, de la rébellion. Vous voyez, ça peut être des choses où on coupe court, par exemple, à une discussion, par exemple, hein, ou alors on ferme la porte, on claque la porte, on s'en va. Donc sur un plan personnel, c'est vrai que ça peut donner, si vous voulez, des réactions assez intempestives, assez brusques. Ouais. Genre avec Uranus, c'est toujours imprévisible, toujours brusque, on s'y attend pas. Et ça tombe d'un coup, hein, ça tombe à tout moment. Donc c'est vraiment quelque chose de très imprévisible. Donc ouais, c'est peut-être des réactions assez imprévisibles, hein, notamment émotionnelles ou par rapport à si l'ego, hein, Soleil en plus en Lion, hein, est touché. Donc là, l'ego est assez fort dans cette pleine lune. Donc je vais continuer. Donc on a Uranus en Taureau, donc le maître, on va regarder Vénus, hein, on fait le jeu de l'échelle planétaire un peu. Donc je vais rajouter Vénus. Et on a Vénus qui transitera le Lion, donc tout début Lion à 0°22 ce 12 août. Alors ici on voit que Vénus est dans le signe du Lion premier décan, mais ne forme pas d'aspect particulier pour le moment. Alors je vais quand même parler de Vénus en Lion si vous le voulez. Donc Vénus, ça représente l'amour, les sentiments, l'artistique, ça représente plein de choses, hein, comment on conçoit les relations, le côté social, diplomate, nos valeurs aussi. Et donc là en Lion, bah, ça demande les sentiments sont forts, là il parle de la générosité, on peut être très magnanime comme on dit, c'est-à-dire très généreux, très expansif, hein, on montre ses sentiments. On peut être attiré par des personnes qui ont un charisme en Lion, qui ont une certaine prestance, qui brillent, qui sont sûrs d'elles, qui se mettent en avant, enfin, tous les côtés, on va dire, positifs du Lion, on va dire, en général. Et donc ça peut être voilà, une période où on peut être attiré par le faste, le luxe, les belles choses, se faire plaisir, dépenser, acheter ou faire des cadeaux à ses proches, à sa bien-aimée, etc. Ou son bien-aimé. Voilà, donc c'est vraiment l'amour qui se traduit par des charts de sentiments, par une volonté de montrer ses sentiments. En Lion, on montre toujours, hein, et on ne cache pas, c'est pas obscur, puis on se met en avant, donc on aime bien les belles choses. Donc là, il peut y avoir voilà, une période où voilà, on a envie de se montrer, de profiter aussi. Alors c'est la période des vacances forcément, la période de l'été. Voilà, c'est toutes ces choses-là. J'en oublie sûrement, mais il y en a tellement des choses qu'on pourrait dire par rapport à un signe, une planète, etc. Mais là, pas de aspect particulier. Alors on continue, si je prends les maîtres, alors Vénus en Lion, bah forcément c'est le soleil, on a vu, hein, le soleil est en Lion aussi, donc opposé lune, hein, pleine lune, et carré Uranus, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc ensuite je vais continuer, je vais prendre dans l'ordre, on va prendre Mercure, hein, si on fait dans l'ordre du zodiaque des planètes. Alors on a un Mercure qui est en Vierge actuellement, donc aussi en domicile, hein, on voit la couleur. Donc j'ai mis mauve, hein, violet, là, la couleur de la Vierge, donc on voit qu'elle est chez elle. Ici elle forme des bons aspects, alors il y a un sextile, donc au nœud sud il y a un trigone au nœud nord, et à Uranus. Donc forcément là par le jeu des axes, c'est normal que ça soit à la fois bien avec le nœud sud en sextile et un trigone au nœud nord. Mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est le trigone à Uranus. Donc Mercure représente des idées concrètes, des idées comment dire, bien analytiques, hein. En Vierge on raisonne, on essaie de raisonner, on essaie d'être logique, essaie d'être pragmatique. Et avec le trigone Uranus, ça lui donne une petite touche d'originalité, on va dire. Alors c'est en Taureau, c'est en chute, c'est pas non plus une originalité débordante,
Mais il peut y avoir des idées pratiques pour on va dire, la vie de tous les jours, pour le côté un peu, donc ça en est signe de terre, hein, des côtés très, très concrets, pour des choses utiles, je dirais, du quotidien, de la vie. Donc ça peut être aussi pour des questions, par exemple, d'argent en taureau, ou financier, ou de alimentaire, ou enfin, voilà, dans tous ces domaines-là. Et en Vierge, voilà, on trouve toujours des solutions, souvent en Vierge. Donc on a toujours une raison, quelque chose qui permet voilà, de trouver des solutions, d'être efficace, pratique, organisé en Vierge. Donc là, plutôt un beau Mercure, hein. Le Mercure, il est en domicile, il est bien inspecté, donc c'est un beau Mercure. Je vais continuer. Donc ensuite, on a Vénus, on l'a vu. Ensuite, Mars. Mars, voilà. Alors là, ça se corse un peu. Donc on a la fameuse triple conjonction de Mars-Uranus-Nœud-Nord, hein, que je vous ai déjà parlé, qui est toujours effective, hein. On voit que Mars s'éloigne, hein. C'est une conjonction ce qu'on appelle séparante, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne. Mars est plus rapide que Uranus, donc elle avance plus vite, on va dire, dans le zodiaque. Voilà, donc après elle va arriver en Gémeaux plus tard. Uranus lui bouge très lentement, donc il reste à peu près au même endroit, hein. Et donc Mars ici, il est pas bien, hein, comme je vous ai dit. Mars, il est en exil, on dit, en taureau, un domicile en scorpion, donc en exil au taureau, et à côté d'une planète en chute. Donc là, c'est vrai que cette triple conjonction est plutôt, on va dire, à la base, plutôt difficile. Et Mars représente tout ce qui est en rapport avec l'action, c'est le dieu de la guerre, c'est Marès, c'est chez les Romains, chez les Grecs. Il représente l'action et dans l'initiative, l'énergie qu'on peut mettre pour agir. Mais en mauvais aspect, malheureusement, il représente aussi l'agressivité. L'agressivité, les coups de violence, le côté un peu téméraire qui fonce sans réfléchir. Et donc avec Uranus, ça donne souvent ce qu'on appelle les aspects d'accident ou les aspects de réaction brusque et imprévisible. Donc des actions assez brusques et imprévisibles. Et c'est vrai que quand on clique sur le Mars, alors il a juste un bon aspect, on voit le sextile pour le moment à Vénus. Donc ça donne, si vous voulez, un alliage au niveau sentimental assez puissant, hein. Ça donne du magnétisme, ça donne de la... ça peut être bien pour les relations, par exemple, affectives, hein. On voit le côté sentimental qui est lié avec le côté un peu, on va dire, plus intimiste, sexuel, le côté énergie, le côté physique, voilà, le sex appeal, en gros, Mars. Mais, alors ça c'est bien, mais par contre le reste, vous voyez, beaucoup d'aspects en rouge, donc plutôt des aspects conflictuels. Donc on a un carré soleil. Alors Mars carré soleil, ça donne de l'agressivité, ça peut donner des coups de violence, des guerres. Donc je pense notamment à ce qui se passe dans le monde. Donc on est toujours sous cette coupe avec Mars Uranus Nœud-Nord qui reproduit ce carré au soleil, hein, qui risque de durer d'ailleurs. Et il y a le carré à la Lune pendant cette lunaison. Donc là, ça peut donner, si vous voulez, pareil, à la fois de l'agressivité, comme on dit, émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a des réactions brusques et émotionnelles, et on peut rompre certaines choses, on peut prendre des décisions irréfléchies, on peut s'emballer. Et en même temps, voilà, si l'ego est touché, on monte sur ses grands chevaux, hein, Mars carré soleil, et on devient assez irascible, hein, en lion. Donc voilà, on peut tomber dans une agressivité, en plus en taureau, qui est contenue, retenue, et qui peut ressortir assez violemment, hein. Le taureau serait réputé pour un signe qui s'énerve jamais, qui cherche la paix, mais il accumule, et quand il se sent, quand la coupe est pleine, en fait, c'est ça, c'est tout déborde, et là on le contrôle plus, c'est le taureau fou qui fonce dans l'arène et qui voit rouge et qui se retient plus. Mais bon, on dit souvent les colères rares et violentes du taureau, là ça peut être un très bon exemple de ce qui peut arriver sous de tels aspects, hein. Soleil carré Mars Uranus, hein, avec Uranus ça peut être imprévisible forcément, c'est la goutte de trop qui fait que voilà, hop, on s'emballe, et voilà. Donc je vais continuer. Ensuite, si je rajoute alors Jupiter. Alors Jupiter, lui, il est en Bélier, il est rétrograde, hein, depuis quelques temps. Alors c'est vrai que je peux parler de Jupiter rétrograde, donc Jupiter et tout ce qui est la notion d'intégration, d'expansion, de bien-être, de se sentir à l'aise. Et quand il est rétrograde, forcément, c'est
ces qualités de cette planète s'en trouvent amoindries, retardées comme on dit. Donc moins d'expansion, moins de bienveillance, enfin pas de bienveillance je dirais, mais de, comment on appelle ça, d'épanouissement. L'épanouissement n'est pas optimum avec un Jupiter rétrograde. Donc voilà, on peut beaucoup idéaliser, mais si on vit le moment qu'on idéalise, on voilà, pas déçu, mais on peut être moins enthousiaste que ce qu'on espérait, on va dire. Hein, Jupiter, il est rétrograde jusqu'à une bonne partie, jusqu'à la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Après, il repasse en Poisson. Voilà. Alors, si je clique sur Jupiter, bah là, c'est pareil, on voit il n'y a pas d'aspect particulier, hein, c'est un peu large. Alors, il y a des semi-carrés, si on prend les aspects mineurs, mais bon, je peux les prendre. Jupiter semi-carré, je peux les rajouter d'ailleurs. Je vais mettre 3, allez, on va mettre 3, normalement c'est 2. Ouais, non, bah c'est toujours... Donc on a un semi-carré Jupiter avec Mars, ce qui n'aide pas au niveau de l'agressivité et de la violence, qui peut être là un peu décuplé. En Mars, carré Jupiter, on peut y avoir des fortes colères, des fortes assez prégnantes, assez visibles, qui déborde, hein. Et mais c'est un semi-carré, donc c'est pas non plus un carré, donc c'est moins puissant, ça se voit un peu, mais c'est pas non plus voilà, extrême. Voilà, alors c'est tout ce qu'on peut voir par rapport à Jupiter. Alors en Bélier, forcément, l'expansion se fait toujours au niveau de l'action, hein, ça donne un côté de dynamisme. Alors ça parle aussi de ce qu'on peut voir aussi dans le monde, la tentation de conquérir, d'être dans les guerres, dans les conquêtes. On a vu la provocation à Taïwan, il y a toujours la guerre en Ukraine, d'autres guerres, Israël, Pakistan, le Kosovo, la Serbie. Enfin, on est dans une période assez martienne, hein, avec ce Jupiter en Bélier, on va dire. Et comme Jupiter est rétrograde, bah, il y a des tentations peut-être d'annexer des territoires, de conquérir d'autres territoires, mais ça se fait pas comme peut-être qu'on voudrait. Donc ça risque d'être un peu compliqué, donc bref. Et ça parle aussi des feux. Alors on voit beaucoup de feux, comme j'avais parlé donc en France. Donc j'avais parlé dans une de mes vidéos, si vous voyez, hein, une vieille vidéo d'avant la canicule du mois de mai. Là j'avais parlé d'une canicule historique. Et j'avais dit que bah voilà, on a un risque d'avoir une forte canicule, hein, comparé à d'autres années. J'avais comparé aux années, vous savez, où c'était des canicules historiques, hein, notamment début du siècle, hein, 1900 et quelques, 1908 je crois, il y avait 1941, 1976, 2003, hein, les plus intenses, où il y a eu des périodes de sécheresse aussi, et dans la durée, avec aussi de nombreux morts, et aussi de nombreux feux. Et c'est vrai que Jupiter répand aussi le feu. Avec Jupiter, il y a cette notion d'expansion, on voit de nombreux feux qui ont lieu. Alors c'est vrai que c'est pas très rassurant. Forcément ça touche la Terre, parce que Mars c'est le maître, il est en taureau, hein, c'est tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc ça pouvait être l'indication avec le nœud nord. Quand il y a les axes des nœuds, on retrouve dans les années précédentes où il y a eu les canicules historiques, on retrouvait cet axe qui était très important, Scorpion taureau. Et là en plus vient se greffer Uranus, donc c'est beaucoup des feux qui se déclenchent, c'est souvent imprévisible, donc souvent criminel j'imagine, ou enfin voulu, ou des fois c'est des accidents. Là on a vu une machine qui a pris feu du côté de l'Aveyron, enfin il y a dans l'Isère, ça prend feu un peu partout, on voit le Morbihan, enfin il y en a partout, hein. Il y a eu forcément comment dire, du côté de Bordeaux, dans le Var, etc. Enfin bref, il y en a partout. Et donc c'est vrai que on pourrait voir ça avec le côté que ça se multiplie. Alors ce qui multiplie normalement c'est le Gémeaux, mais quand Mars va passer dans le Gémeaux, on pourra peut-être s'attendre encore à des feux qui se multiplient, donc c'est pas très rassurant. Alors forcément ça va arriver peut-être pour la période de septembre, puis Mars va rester longtemps malheureusement. Donc ça sera à suivre, hein, parce que le transit de Jupiter en Bélier il est encore présent tout le long les 6 mois à venir, là encore jusqu'à peu près la fin de l'année avant de revenir en Poisson là. Et donc il va être intéressant à suivre ce long transit de Mars en Gémeaux, hein, qui va durer très longtemps, hein, presque 8 mois.
Donc, mais là, c'est vrai que avec ces planètes en chute, en exil, voilà, on voit qu'il y a des gros problèmes. Et donc je reviens là-dessus parce que c'est vrai que franchement, honnêtement, revoyez cette vidéo sur ce que j'ai parlé de la canicule. Je suis un des rares à avoir annoncé que ce serait une canicule historique cette année. Alors c'est vrai que c'est pas non plus surprenant vu que plus on avance dans chaque année, on voit des fortes canicules. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que là, on va dire que ça a commencé très tôt avec des épisodes alternés. Ça fait un peu comme en 76, entre guillemets, où il y a une sécheresse de bonheur. Hein. Je crois que c'était même à l'époque de la fin des années 75, ça avait déjà commencé et que ça s'est revenu à la charge en 76 pendant certains mois, donc voilà, jusqu'à septembre environ. Donc là, on a à peu près, pas tout à fait la même chose, mais là, on a beaucoup de sécheresse, comme on dit, mais ça a commencé tôt. Si vous vous rappelez, je me rappelle, moi, le mois d'avril, il y a eu une tempête de neige, alors que c'était le printemps, le 20 mars. Et presque 3 semaines après, on était arrivé en avril, il y a eu une canicule énorme, quoi. Même avant, je crois. Enfin, c'était vraiment incroyable. On est passé d'extrême à d'autres. Et ça annonçait quand même un dérèglement du climat qui est présent depuis un moment, hein, c'est sûr, mais qui continue. Et on a vu que dès les mois de mai, un peu juin, ça commence à bien chauffer. Juin, juillet, là on est à août. On va dire qu'on a un été très, très marqué par la chaleur, par la sécheresse, par le manque d'eau aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que ces planètes en signe de feu n'aident pas, surtout que on a le Soleil actuellement, après on a Vénus en Lion là qui arrive. Voilà, donc ça risque de continuer. On voit qu'on est encore dans un épisode là de canicule. Alors forcément, voilà, c'est pas non plus. On voit aussi qu'il faut pas non plus être dupe, que c'est les médias. Alors je fais mon petit parallèle complotiste, mais je m'en fous. Qui mettent beaucoup, qui accentuent beaucoup là-dessus pour faire peur, parce qu'on nous prépare forcément on nous habitue en fait à nous faire peur avec des températures rouges, à la météo, alors qu'avant on disait que c'était pas, on mettait pas des couleurs comme ça, c'était des températures, on va dire, qui étaient pas non plus exceptionnelles. C'est pas non plus des 50 degrés ou des 45 degrés. Enfin, je veux dire, il y a déjà eu des 35-40 degrés. C'est pas non plus voilà. Mais on nous habitue pour nous faire prendre conscience aussi, enfin c'est que mon avis, hein, mais que voilà, qu'il y a un dérèglement, ok, mais qu'en même temps, au niveau du climat, il va falloir faire des efforts déjà par rapport au pass énergétique, aux sanctions énergétiques, hein, avec réduire l'eau, le courant, etc. En même temps, on nous habitue justement après pour des passes justement énergétiques, c'est ça que je veux dire. Alors, on a eu le pass sanitaire, et là, vous allez voir le pass énergétique qui va rentrer en vigueur. Je pense que dès la rentrée, on va commencer à parler de ça, le carbone, etc. Enfin bref, je sais pas comment ils vont mettre ça petit à petit, mais ça commence. Donc bon, on verra ça c'était la parenthèse. Donc je vais continuer. Ensuite, on a Saturne. Alors Saturne, le grand maléfique. On a eu le grand bénéfique, maintenant le grand maléfique. Alors Saturne, lui, il est à côté de la Lune. Il est conjoint, regardez quand je clique dessus. Ah bah oui. Il est pas terrible ce Saturne actuellement. Il est vraiment pas terrible, mais alors pas terrible du tout. Alors il est rétrograde aussi, hein, depuis un moment on a vu aussi. Jusqu'à fin octobre environ. Et alors là on voit, alors les conjoints à la Lune, alors forcément il reproduit l'opposition au Soleil. Les carreaux lunaires, mais le carré à Uranus qui se resserre, qui revient au goût du jour. Hein. Plus le temps passe, plus on voit que le carré se reforme avec le Saturne rétrograde. Le dernier carré Saturne-Uranus, hein, je vous ai dit, hein, jusqu'au fin d'année, début d'année prochaine, hein, en gros jusqu'à février-mars, on va dire. Et semi-carré Jupiter en plus. Voilà. Donc là, c'est vrai que la Saturne, il plombe. Donc là, il y a beaucoup de restrictions. Donc ça correspond à ce que j'ai dit en fait par rapport aux restrictions, à ce que je vous avais dit aussi par rapport à donc le côté énergétique, voilà, que c'est aux citoyens de payer leurs conneries, enfin en gros, et qu'il faut voilà, faire des efforts pour faire plaisir à nos maîtres.
Et donc voilà, et, opposé Soleil, donc c'est vrai que ça fait au niveau psychologique, là ça donne beaucoup de dureté, carré Mars en plus. Donc ça peut être de la violence, mais en même temps de la dureté, et c'est un aspect vraiment rigide et très sévère, ça. C'est un aspect très... Alors c'est en Verseau, mais c'est vrai que là ça peut être pour des questions de liberté. Donc là il peut y avoir... ce serait pas impossible que ça donne lieu à ce que j'ai toujours dit, hein, par rapport à des guerres, des sanctions, ce qui se passe en Russie, même à Taïwan, il peut y avoir des crises à nouveau. Donc c'est vrai que cet aspect-là, il est vraiment... cette lunaison-là est vraiment tendue, hein, quand on voit ça. Donc hormis ce que j'ai dit, Mercure qui soutient un peu, on va dire, mais Mercure n'est pas trop intégré à cette lunaison, dans le sens qu'elle n'est pas dans cet aspect-là de carré. Mais ici, quand on voit une lune Saturne comme ça, carré Uranus, qui est le maître, avec Mars pas loin, c'est vrai que... Donc attendez-vous à, encore une fois, ce qu'on a vu ici depuis le début du mois, en gros. Toujours des tensions géopolitiques, des risques d'accidents, encore, malheureusement, des risques de guerre, de violence. Ça peut être tout ça. Alors j'ai peut-être pas terminé. Est-ce qu'il reste encore des planètes? Bah oui, malheureusement. Alors il y a Neptune. Alors Neptune, lui, heureusement, je dirais, par contre, lui, il est un peu mieux, beaucoup mieux aspecté. C'est tout le contraire. Donc là, il y a en fond de toile, on va dire, quelque chose qui fait garder de l'espoir, qui donne aussi de l'osmose au niveau affectif. Donc là, sur un plan plus personnel, là, on peut être bien pour idéaliser, par exemple, une relation, on peut être dans un côté très romantique. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est une Vénus en Lion qui peut donner... qui peut vouloir faire plaisir, donner des cadeaux, et en même temps toucher l'âme de la personne, être dans un côté assez prince charmant. Là. Le prince charmant, vous voyez, très... comment dire, c'est le Ken et Barbie, là. C'est le côté brillant, vous voyez. Hein, c'est pas c'est le mec qui a les dents blanches, quoi, qui brille. Enfin, c'est une image, hein, c'est bien sûr... Donc voilà, c'est ce côté, on est l'été, c'est les chemises ouvertes, le bronzage qui se montre, voilà. Puis en même temps, voilà, on peut faire plaisir et puis payer le resto à sa dulcinée, vous voyez. Donc voilà, ça peut être un moment comme ça. Et en même temps, ça donne aussi de l'énergie. On peut agir avec des convictions, des idéaux. Et voilà, et donc au niveau émotionnel, voilà, c'est bien aidé aussi. Il y a ce côté en même temps libre et très serein qui permet une belle osmose, on va dire, hein, tout simplement. Alors ça, c'est beaucoup au niveau affectif, je dirais, qui ressort, et au niveau pour Neptune. Mais si, alors, en revanche, vous voyez, il va y avoir des choses qui vont contredire un peu. Alors, attendez, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Pluton. Pluton, lui, il est en Capricorne, toujours rétrograde. Donc c'est vrai qu'on a toutes les lourdes là qui sont pratiquement rétrogrades, hormis Uranus. Et Pluton, lui, alors il est pareil, bon aspect avec Mars. Donc là, l'action peut aller en profondeur. Hein, ça c'est bien pour agir au fond des choses. Trigone Uranus, ça permet aussi... avec Uranus, il y a toujours ce côté indépendant, puis original. Le sextile Neptune, bon ça c'est très générationnel, hein, ça reste très très longtemps en aspect dans le temps. Un semi-carré, un sesquicarré à Mercure. Donc là ça peut donner en revanche un peu d'angoisse, un peu d'idées noires, on peut être un peu en Vierge comme ça, Vierge Capricorne, signe de terre, on peut être un peu angoissé pour des questions, on va dire quotidiennes, matérielles. Donc après il faut voir dans quelle maison ça tombe chez vous, hein, bien sûr. Et opposé Vénus, alors Vénus-Pluton, ça donne plutôt de la passion amoureuse. Donc je vous ai dit, avec Vénus, il y a eu quand même des beaux aspects, avec Neptune notamment, il y a quand même ce côté rêveur, prince charmant, ce côté romantique. Hein, on cherche la fusion, l'idéal un peu, hein, au niveau affectif, mais en même temps, il y a une passion dévorante en face. Et ça, c'est un peu plus problématique, parce que ça peut donner, si vous voulez, une amour-passion qui peut être... un peu plus ou moins mal vécu selon les personnes. C'est-à-dire que inconsciemment on peut rechercher des jeux de pouvoir en amour, vous voyez. Pluton c'est le pouvoir, Vénus c'est les sentiments, et c'est Eros Thanatos, hein, dans la symbolique, Eros Vénus,
opposé à Thanatos, le dieu de la mort. Hein, donc Pluton, lui, il veut détruire. Donc on dit souvent c'est l'aspect comment dire, des amours vaches, dans le sens que fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Hein, c'est un peu ce qu'on dit le complexe de Don José Carmen Don José, donc c'est l'amante religieuse, hein, quand elle a consommé, après elle le tue. Donc son amant, donc là c'est pas, alors, je vous rassure, on va pas tuer la personne avec qui on va se mettre, c'est pas du tout ça, hein. C'est au niveau psychologique, c'est-à-dire c'est des complexes, c'est-à-dire que là on peut rejeter un peu en amour l'autre inconsciemment, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a des relations affectives qui se font, qui sont plutôt, on va dire, voilà, quotidiennes, qui peuvent être très bien en général, mais là ça peut donner une petite période, alors ça passe, hein, Vénus, et après il va s'en aller de cette opposition, c'est pas long, ça va durer quelques jours pratiquement. Mais on peut avoir une petite période où on peut être un peu, voilà, on peut être un peu agaçant, un peu chiant en amour, on peut pas accéder facilement aux sentiments de l'autre, alors pas le désir parce que c'est Mars, mais voilà, on sent que sentimentalement il y a comme un jeu de pouvoir qui se fait, que voilà, on attend que l'autre il nous court après, il nous cherche, et plus que c'est testé, hein, avec Pluton on teste toujours, hein, c'est la confrontation des désirs, comme on dit. Donc, on voit si l'autre, jusqu'à où il est prêt à aller pour nous, donc dans les enfers, hein, par exemple avec Pluton. Donc là j'extrapole un peu, ça fait un peu ça donne un peu un côté un peu très horrifique là quand je parle comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire il faut le voir d'une manière très subtile. Hein, c'est du psychologique là que je parle, c'est pas du... Donc voilà, donc c'est pour faire comprendre ça. Mais à côté de ça, voilà, il y a des choses qui soutiennent en même temps, donc ça donne, voilà, du sentimental comme de la passion en même temps. On va terminer sur les autres aspects. Alors il y a Chiron, bon forcément, Chiron c'est un astéroïde, hein, il est toujours en bélier, donc lui il est plutôt bien inspecté, on voit un sextile Lune-Saturne, donc ça permet de guérir certaines blessures, on dit c'est le soigneur, ça permet... voilà, plein de choses positives au niveau soins. Alors après, tout dépend, encore une fois, il est rétrograde là aussi. On peut revoir des questions notamment là-dessus. Et Quinconce, bon, ça c'est le nœud sud, donc c'est pas trop important, on va dire. Et puis enfin, la lune noire moyenne. La lune noire moyenne qui est toujours en Cancer. Toujours carré Jupiter, hein, carré Chiron aussi. Donc il y a toujours ces zones d'ombre, hein, qui lune noire. Alors, ça c'est dans le côté familial, maternel, émotionnel. Là on est beaucoup dans une période où on est nostalgique. Hein, c'est la nostalgie, c'est la recherche du passé, de la mémoire, de ce qui manque. Et avec la lune noire, il y a toujours une ambivalence. Hein. Quand on l'a pas, on le veut, et quand on l'a, on la rejette. Hein, ça ressemble un peu à Pluton, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment, là c'est vraiment... alors c'est inconscient comme Pluton, mais on va dire c'est vraiment le manque. Avec Pluton il n'y a pas une notion de manque, là il y a une notion de manque, il y a quelque chose qui nous manque par rapport au Cancer, aux qualités de la planète. Donc là on peut par exemple rechercher beaucoup la mer, hein. Par exemple les personnes qui ont une lune noire en Cancer, dans leur thème natal, c'est souvent des gens qui sont très fusionnés avec leur mère, parce qu'ils ont eu un problème, par exemple ça peut être le décès d'une mère, ou un problème avec la mère, et donc on est très sensible à ces questions-là, quoi. On recherche la mer ou on la rejette selon les aspects, en tous les cas. Et ici, il y a un sextile Mercure, donc là, au niveau, on peut sublimer, si vous voulez, ce manque par des idées, voilà, si on est très concret, si on a un travail quotidien qui permet, je sais pas moi, de canaliser un peu, on va dire, son mental dans une organisation, de faire des travaux pratiques, intellectuels par exemple, ça peut aider. Il y a une sublimation, hein, combler un certain manque, entre guillemets, passager, parce que ça bouge forcément dans le ciel. Et on a le sextile, là, Uranus. Bon, alors là c'est pareil, c'est une planète lente, donc c'est assez difficile après avec les planètes lentes d'exprimer quelque chose, on va dire... au niveau psychologique, ça peut donner par rapport à des choses, on va dire, un peu irrationnelles, un peu ce côté original, qui peut aider dans tout ce qui est question, par exemple, familiale, on va dire,
Alors je sais, ça reste très, très abstrait, mais je peux pas faire mieux. Et le carré Jupiter, comme j'ai dit, et Chiron, bah, il y a de l'éloignement, ça. Avec Jupiter, il peut y avoir une notion, un problème là avec la loi aussi, ça peut être. Jupiter représente la loi, des problèmes avec. Si on parle de la famille, ça peut être les oncles et tantes. Il peut y avoir une zone d'ombre, il peut y avoir quelque chose de très particulier avec les oncles et tantes, hein, qui est représenté souvent avec Jupiter. En tout cas, la notion d'intégration, d'épanouissement est plus ou moins malmenée, enfin, elle est assez trouble. Et Chiron, bah, on peut s'infliger des blessures inconscientes par nostalgie, hein, dans une action, enfin voilà, après ça dépend du moment. Bon, voilà, c'est très particulier avec la lune noire, forcément, hein, c'est pas ce qu'on utilise le plus, mais c'est vrai que tout est utile dans l'astrologie. Donc bah voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc si je réaffiche, voilà, le thème de lunaison, de la pleine lune, ça donne ça. Donc surtout le gros carré là qui est très puissant, hein, comme je vous ai dit, Soleil, Mars, Uranus, Lune, Saturne, là, qu'il faut retenir surtout, et puis éventuellement Vénus, Pluton, qui est puissant, il y a un beau Neptune et un beau Mercure, qui fait qu'une lunaison très en contraste, où il n'y a pas que du mauvais, heureusement, il n'y a jamais que du mauvais ou du tout bon, hein, en général il y a un peu des deux, mais quand même très tendu. Hein, n'oubliez pas quand même un carré avec des planètes très, très, très dures, hein, très difficiles. Mars, Uranus, Saturne, là, c'est puissant. Hein. Donc, suivons, je dirais c'est le prolongement de la nouvelle lune, on va dire, qui a eu lieu 15 jours avant. Et donc, voilà, pour les mêmes, plus ou moins aspects, les mêmes effets, on va dire. Donc, il risque d'y avoir un peu, je dirais, une continuité de ce qui se passe un peu dans le monde, forcément. C'est pas très original ce que je dis, forcément, c'est pas très surprenant, mais ça se traduit bien là-dessus, donc on va s'attendre, je pense, dans la quinzaine, là, quinzaine d'août, déjà, ça va être assez tendu, je pense. Après, on verra fin du mois si ça a lieu, si ça corrobore. En tout cas, voilà, j'ai fait un petit tour en faisant une petite digression par-ci par-là. Hein. C'est bien aussi de voir un peu, de pas toujours répéter la même chose, pour pas que ça soit trop ennuyeux, je l'espère en tout cas. Et si ça vous a plu, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie, bah, ça permet aussi de voir un peu comment ça fonctionne. C'est intéressant aussi par rapport aux lunaisons. Et bah voilà, et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter, bien entendu, des cours aussi si vous souhaitez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, voilà, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, et puis à la prochaine. Au revoir.